bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le bilan de mes lectures de juin. Donc, comme vous le savez, chaque mois, fin de mois ou début du mois suivant, je reviens sur toutes ces lectures précédentes pour faire un petit point, vous faire mes retours dessus, etc. Vous connaissez le principe. Donc, je ne vais pas m'attarder davantage sur cette explication et je vais commencer tout d'abord avec ce premier livre. Donc, c'était Virginie Grimaldi, Les Possibles. Je vous avais dit que dans toutes mes pales d'été, je mets à chaque fois un Grimaldi. Et cette fois, du coup, mon choix s'est porté sur celui-ci dont le résumé nous disait: Julienne n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle à la suite de l'incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jean dépense sa retraite en téléachat, écoute du rock, tapisse les murs de posters indiens, égare ses affaires, cherche son chemin. Julienne veut croire que l'originalité de Jean s'est épanouie avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence, il déraille. Face au lendemain qu'il s'évapore, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. Comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé lire ce livre de Grimaldi parce que comme d'habitude, je suis amoureuse de sa plume qui est, je le répète tout le temps, mais profondément humaine. Elle a vraiment un talent incomparable pour parler des gens, du quotidien, de toutes ces choses si simples et en même temps si complexes à traduire en mots, à retranscrire dans une histoire pour que tout reste hyper plausible, qu'on s'attache vraiment à fond à chaque personnage. Bref, tout ça, vraiment pour ça, j'ai vraiment retrouvé juste du Grimaldi. C'est ce que je voulais au moment où j'ai commencé cette lecture, c'est ce que j'ai eu. Mais ceci dit, ça n'a pas été, je vais pas dire le coup de cœur parce que je n'attends pas forcément non plus un coup de cœur à chaque fois. Souvent ça fait un 17 sur 20, en gros, moi, les coups de cœur je les compte à partir de 18 quand je mets les notes sur Livre Addict. Mais celui-ci, c'était une très très chouette lecture, mais je pense que de tous ceux que j'ai lus, c'est peut-être celui qui m'a le moins touchée au final. Parce que je sais pas, je me suis peut-être moins retrouvée dans cette relation père-fille, dans le personnage principal qui est quand même aussi Jean et qui est peut-être un garçon, donc ça a peut-être joué aussi dans l'effet miroir que je pouvais avoir dans les projections que je mets habituellement dans ces personnages. Donc voilà, je pense que je me suis juste moins retrouvée, c'est vraiment ça, à travers Julienne et forcément Jean. Mais au-delà de ça, j'ai quand même mis ça sur 20, ça reste une excellente lecture. Et j'ai aimé forcément, pareil aussi, toute la construction qu'il y avait autour de ces chapitres, de l'état de Jean qui effectivement, au début, elle confond un petit peu son côté un peu loufoque, atypique, etc. Et son originalité avec les premiers prémices de sa maladie. Du fait qu'il y a une petite démence sénile, etc., qui s'installe effectivement. Et donc, elle va commencer à avoir des éléments, à avoir des doutes, mais en même temps, Juliane va essayer juste de se rassurer aussi. C'est le côté forcément logique et humain de son personnage. Et puis, elle va commencer à être alertée, elle va prévenir les autres, on va forcément la prendre au sérieux. Jean, tout naturellement aussi, va essayer de cacher sa maladie, son état. Et donc j'ai beaucoup aimé suivre cette progression et le fait que ça arrivait pas forcément comme une grosse claque et j'ai trouvé ça beaucoup plus dur du coup aussi à lire, beaucoup plus réaliste aussi. Et voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre parce que je ne vais pas raconter chaque étape et que finalement c'est un peu ça l'idée. Et je ne vais pas dévoiler la fin non plus, ce qui est logique. Mais ce livre ne m'aura pas arraché de larmes, ne m'aura pas fait rire aux éclats, comme c'est le cas habituellement avec Grimaldi. C'est un peu son défaut, c'est que je suis obligée de le comparer aux autres livres de l'auteur. Et que vraiment dans les autres, je vivais le truc à 100%, c'est vraiment ça, c'était des larmes, c'était des fous rires, c'était pas juste des petits sourires ou juste me dire ah ok c'est mignon, non vraiment je vivais les trucs à fond et ici ça n'a pas été le cas. Mais en dehors de ça vraiment c'est une très 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 bonne lecture, c'est très très bien écrit comme d'habitude tout ça, mais voilà c'était peut-être juste moins pour moi. Je suis contente de l'avoir lu, ça y a pas de souci, il va rester dans ma bibliothèque, il y a pas de souci. Mais je sais pas, cette relation-là, j'ai moins perçu le truc, j'étais moins réceptive visiblement. Et
Et du coup, voilà, j'ai pas grand chose à en dire en plus. Il n'y a pas aussi beaucoup de personnages qui entrent dans cette histoire. Il y a Juliane à son père, il y a la sœur de Juliane, il y a forcément le mari de Juliane, etc. Mais voilà, il n'y a pas un personnage qui est ressorti vraiment non plus à côté de ça. C'était une très belle fin, ça clôturait bien le bouquin. Je vous dis, pour ça, j'ai rien à reprocher. Mais voilà, il y a une petite déception par rapport au niveau de d'habitude. Mais voilà, pour le coup, ça reste une très chouette lecture. Et peut-être que voilà, le thème vous parlera plus à vous qu'à moi. Donc dans tous les cas, c'est un Grimaldi et je vous le recommande. Mais c'est malheureusement pas mon préféré. C'est pas celui-là où je me suis attachée le plus au personnage non plus, etc. Mais il y a de très belles phrases comme d'habitude dedans aussi. Il y a de très beaux messages, ça ne change pas. Mais juste, voilà, pour moi c'est un tout petit loupé. Et encore loupé, le terme est vraiment très mal choisi. Mais voilà, je m'attendais à faire un meilleur retour, beaucoup plus explicite, beaucoup plus débordant que ça. Et au final, non, voilà, c'était une chouette lecture, tout simplement. J'ai ensuite enchaîné mon mois avec cette sortie de juin, qui est donc Vampiria America, le tome 2, donc ici le tombeau des étoiles, et on retrouve le personnage de Sterling. Si vous avez déjà lu un peu la saga, vous devez être aussi content que moi qu'il était ici. Même si je m'attendais à ce qu'on le voit quand même encore un peu plus du fait qu'il était sur la couverture, mais bon, voilà. Et pour celui-ci, du coup, le résumé nous disait: c'est Desperados contre des légions de vampires, une guerre totale pour le contrôle suprême des Amériques. Un continent transformé en champ de bataille. La France et l'Angleterre, les deux plus puissantes nations vampiriques de la vieille Europe, se lancent dans une guerre sans merci pour le contrôle du Nouveau Monde. Dans ce conflit cataclysmique, les populations mortelles n'ont plus que deux fonctions: servir de chair à canon ou de réservoir de sang. Car les seigneurs de la nuit ne s'arrêteront pas avant d'avoir réduit les Amériques en cendres. Les ultimes lueurs d'espoir avant la nuit éternelle. Alors que les foyers des résistances humaines meurent l'un après l'autre, les étoiles aussi s'éteignent dans le ciel. L'issue semble inéluctable. À moins qu'une poignée de Desperados parvienne à unir les derniers peuples libres des Amériques. Mais comment fédérer la résistance quand le venin de la discorde déchire jusqu'aux Desperados eux-mêmes? Forcément, c'est un livre de Dixon, c'est une saga que j'ai adorée depuis le début. J'attendais mais hyper impatiemment cette sortie. Et pour le coup, là, je n'ai vraiment pas été déçue. Autant j'avais un petit peu plus de mal avec le tome 1 de Vampiria America par rapport à l'autre trilogie, la première trilogie en Europe. Autant celui-ci, il y avait quand même beaucoup plus d'action. On n'était plus dans un huis clos, mais ça, avec ma meilleure amie, on a été rencontrer donc Victor Dixon. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo sur 5 livres de Dixon. À Bruxelles. Et lors de ce rendez-vous, il nous a expliqué en fait que les tomes étaient construits à chaque fois un en milieu fermé, un en milieu ouvert où vraiment on découvre le monde, il s'étend, etc. et ainsi de suite. Et donc ici c'était autour du monde qui s'ouvre, et effectivement sur les Amériques, on le dit sur la recherche des derniers peuples libres en Amérique, donc il y avait tout ce périple là aussi. Et franchement c'était pour mon plus grand plaisir. J'ai aimé retrouver les personnages, même si c'était un peu flou dans ma tête au début, mais heureusement j'avais réussi à retrouver des petites vidéos, des résumés spoilants, notamment chez Mae et sa chaîne, du coup pareil, Booktube. Et pareil aussi très vite au premier chapitre, en fait Dixon nous fait quand même pas mal de rappels dans les dialogues, dans les explications, etc. par petites gouttes, donc pour les bons gros éléments qu'il fallait quand même avoir en tête. Donc ça c'est revenu assez facilement, de manière fluide. Et pour le coup au niveau des personnages, on retrouve quand même principalement ceux d'avant, donc Archer que j'avais toujours aimé, Annabelle que j'adore, et j'étais très heureuse parce qu'elle a un rôle plus important dans ce tome-ci, et je suis vraiment curieuse de voir dans le tome suivant pareil le chemin qu'elle va prendre. Désirée que par contre je n'apprécie toujours pas, et elle a continué de m'agacer plus. Raphaël, pareil, lui on le trouvait depuis la première trilogie, et donc je l'adore, et je l'ai trouvé hyper aussi intéressant dans ce tome-ci. Waya, pareil, qui me dérange pas, mais j'ai pas plus d'accroche que ça. Et Naoko, qu'on retrouvait pareil de la première trilogie, et que pareil, j'étais très heureuse de retrouver, d'autant que là, pareil, elle a un rôle crucial dans ce bouquin.
Donc voilà, donc retrouver un petit groupe comme ça, que j'avais quitté il y a un petit moment, d'autres que j'ai quitté il y a un plus long moment, etc. C'était assez chouette. Voilà, j'avais de l'attachement pour les Desperados, etc. Pour les nouveaux personnages, j'étais impatiente, et en fait c'est surpris ici, hein. Mais j'étais impatiente de découvrir le Jaguar, c'est un chasseur de primes, mais en fait on l'a pas vu des masses et des masses. Cornelia la sorcière, moi je l'aime encore bien. Sterling, bah forcément c'est mon chouchou, donc j'étais très très heureuse de le retrouver. Alexandre de Mortange, ça quand même il faut que je ressouligne que c'est vraiment un des personnages que j'adore, enfin parmi toute ma bibliothèque, que c'est un de ceux que je préfère détester. Parce que vraiment, si vous avez lu la première trilogie, vous le savez déjà, ce type c'est juste le loser par excellence. Et j'adore sa construction. Et en même temps, j'adore le détester, j'adore le voir rater, etc. Mais il est super chouette à suivre, mais c'est même pas un anti-héros, c'est juste ouais, un perdant, un loser, etc. Mais donc, ce passage, franchement, je suis fan. Et il y avait la véritable Pavati, voilà, où j'ai moins accroché à ces passages-là. Et le Wendigo, on nous disait. Pareil, là, je vais pas trop en dévoiler, parce qu'il va encore être là à apporter pas mal de trucs pour les prochains tomes. Donc, mode petite bouche cousue de ce côté-là. Mais voilà, j'étais très heureuse de retrouver voilà, ce mélange de nouveaux personnages, d'anciens personnages, de nouveaux, etc. Et alors j'étais très étonnée aussi que contrairement au premier où donc ils sont vraiment voilà, dans un seul groupe, on dit ici que y a quand même plus de déchirement et de fait il y a toute une partie où les groupes se séparent et donc on va voir les points de vue des différents endroits de ce qui se passe, de l'un dépend de l'autre, etc. Et voilà, je sais pas pourquoi je me suis pas représentée directement et ça m'a un peu étonnée. Mais en fait finalement ça m'a franchement pas dérangée et ça a permis justement ouais, voilà, d'avoir plusieurs points de vue, divers lieux, sur divers peuplades, etc. aussi. Donc j'ai vraiment bien aimé la construction de ce bouquin-ci, d'autant qu'il était vachement plus mouvementé aussi que le tome précédent, même si l'autre c'était une prise d'otage, enfin, la tension était un peu crescendo, mais ici vraiment ça y va tout du long, il y a plein de moments un peu ok. donc voilà, c'est très très chouette à suivre. Et oui, certains personnages, vraiment, j'ai adoré la direction qu'ils ont pris pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Voilà, ils prennent des chemins quand même très très différents voilà, de ce qu'on prédisait en tout cas nous à la base. Mais voilà, donc il y en a vraiment certains, ils ont vraiment titillé ma curiosité, mais plus. Et je suis très 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 curieuse de voir la suite. Donc voilà, clairement, je l'ai préféré au tome 1 pour ces raisons-là. Ouais, je sais pas, pour ce dynamisme-là. Mais du coup, j'ai un petit peu plus peur maintenant d'être à nouveau au tome 3, parce que là, on va clôturer cette nouvelle trilogie. Donc c'est la deuxième sur 4 annoncées, sur quelque chose qui devrait être plus fermé aussi. Et là, pour l'instant, les groupes ils sont encore un peu disparates, donc je me demande un petit peu. Mais en même temps, j'ai une petite piste. À mon avis, on va, sans rien spoiler, on va plus se diriger vers la Louisiane, voilà, enfin de l'époque, hein, parce que je sais plus, on est des années combien, 1700, 1700, pas du coup 1700. Et donc la Louisiane de l'époque, avec tout ce qui est champ de coton, etc. Mais donc voilà, je pense qu'on va plus être de ce côté-là, et peut-être encore avoir quelques clins d'œil d'autres endroits que je ne dévoilerai pas. Mais voilà, je suis très 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 curieuse. Je l'ai aussi lu en lecture commune, ce livre aussi, et c'est pas moi qui l'ai organisé cette fois. Et donc c'était aussi très chouette à suivre, même si voilà, par rapport à mes horaires, j'ai eu quelques jours un peu de décalage par rapport aux gens malheureusement. Mais j'étais pas la dernière non plus, donc voilà, on a pu échanger un peu sur plus longtemps que prévu, mais voilà. Et on a pu faire part un petit peu chacun de nos théories sur certains points, sur la fin, sur un gros élément de la fin, pareil, dont je ne vous parle pas, mais voilà, où on est tous plus ou moins d'accord, où j'en ai reparlé pareil avec ma meilleure amie qui l'a lu aussi ou quoi, et quand on a parlé à Dixon, il a pas dit non, mais c'était pas un oui franc, mais il y a bien moyen qu'on ait quand même compris un petit truc. Et donc voilà, donc c'était une chouette lecture, je l'ai dévorée du coup en une semaine
suivant la lecture commune. Enfin voilà, juste le tome est terminé et que j'ai déjà hâte d'être l'an prochain et d'avoir le tome suivant. C'est ça qui marche avec Dixon, avec Vampiria, etc. Et donc voilà, juste je suis contente de l'avoir lu, de l'avoir apprécié davantage. Et puis juste si vous ne les avez toujours pas lus, je vous renvoie vers mes autres vidéos où je parle en long, en large, en travers, du coup à ce moment-là de Dixon, de Vampiria, etc. Parce que je vais pas reprendre tout le fil, vu qu'on est quand même au 5e tome de toute la saga entière et que tout se croise, recroise, etc. Donc voilà, je vais juste vous laisser là-dessus. Ensuite, on a enfin eu une semaine de soleil. Et du coup, j'en ai profité pour sortir ce livre de pirates qui s'appelle donc Le Chant des Voiles, écrit par Tiffs. Ici, c'est la version collector qu'il y avait donc grâce à Ulule, je vous l'ai déjà présenté aussi. Et le résumé ici nous disait: l'océan, Lucas en a toujours rêvé. Vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine de l'Endeavour l'intègre à son équipage en dépit des convenances, Lucas semble toucher son rêve du bout des doigts. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître-coq Axel, Lucas cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins, alors que de véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Bien déterminée à percer les secrets de l'expédition, la jeune mousse découvre rapidement qu'en mer, rien n'est ce qu'il paraît être. Celui-là aussi, j'ai l'impression d'avoir lu beaucoup ces derniers temps, en résumé. Alors, j'ai aimé cette lecture, pareil, je lui ai mis, je pense, 16 sur 20 au final. C'est ma cote de quand c'est un bon livre, genre rien à reprocher, on n'arrive pas encore dans les coups de cœur, etc. Mais juste vraiment, j'ai passé un bon moment, il a rempli toutes les conditions voilà, que j'avais en tête. Voilà, vraiment, il est dans, dans mes estimations. C'était chouette du début à la fin, j'ai vraiment passé un bon moment. Il va rester dans ma bibliothèque un petit moment, etc. Donc voilà, donc pour ça, c'est ok, c'est réussi. J'ai eu du coup dans les éléments que j'attendais forcément tout ce côté de piraterie, de solidarité ou pas justement du fait que c'était une fille dans ce groupe voilà, de garçons. Du coup j'attendais d'elle de l'adversité, j'attendais des tempêtes en mer, j'attendais des paysages au soleil levant, j'attendais d'entendre voilà, toutes les bagarres ou quoi dans les beuveries, dans les bars, les tavernes. J'attendais pas forcément des petites recherches de trésors, etc., de cartes cachées ou quoi. Tout ça, je l'ai eu. Franchement, Tiff, ça fait un excellent boulot par rapport à ça, à son univers de pirates. Donc voilà. Comme d'hab, j'avais un peu peur aussi au niveau de la romance, parce qu'on en a très très souvent, et que c'est souvent le point qui pêche dans les livres de piraterie. Et ici, franchement, c'est bien passé, donc je suis contente. Vraiment, j'avais peur de ça. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais franchement c'est hyper bien dosé, ça ne prend pas le pas sur le reste de l'histoire, etc. Par ailleurs, j'ai eu quand même un peu de mal avec Lucas au début, parce qu'elle a un caractère... Elle m'a un peu agacée, franchement par moments elle m'a un peu agacée, elle était un peu, je sais pas, immature, elle comprend pas très très vite les choses, etc. Donc elle se met dans une situation un peu périlleuse, mais parfois je me disais, ouais grande. donc voilà, au début elle m'a pas inspiré énormément d'empathie comme vous pouvez le voir. Voilà, pas trop de sympathie forcément non plus. Alors c'est pas que j'avais un truc contre elle, mais voilà, j'étais pas convaincue. Néanmoins, au fur et à mesure des pages, et il y en a quand même pas, je crois que c'était 600. Ah non, je dis des bêtises, c'était dans les 500. Au fur et à mesure voilà, des pages, des chapitres, elle a vraiment grandement évolué et de manière positive. Et ça, du coup, c'était très très chouette à suivre. À la fin du livre, voilà, je l'aimais beaucoup, faut dire ce qu'il y a. Voilà, j'ai aimé son évolution, j'ai aimé sa construction, j'ai aimé le courage qu'elle doit faire preuve, l'ingéniosité, etc. Et voilà, autre que tous les éléments vraiment de piraterie qu'on retrouve dedans, forcément j'aimais quelques autres personnages qui faisaient partie voilà, de l'équipage de l'Endeavour
Et il y en a pas un pareil qui est vraiment sorti du lot. D'habitude, dans les, ouais, je sais pas, dans les équipages, il y a toujours un ou juste je l'aime beaucoup plus que les autres, je sais pas pourquoi. Et ici, ça n'a pas été le cas, mais je les ai tous plus ou moins appréciés. Et ce que j'ai par contre vraiment beaucoup aimé dans ce livre, c'est la, je vais pas dire magie, on va plus dire la mythologie à ce moment-ci, qui se développe vers, je sais pas, la moitié du roman, un truc comme ça. Quand on en apprend un peu plus en fait sur pourquoi elle est à bord, quelle est leur destination, quel est l'objet de leur voyage, de leur quête. Et, euh, et voilà, pour ça, du coup, il y a vraiment... ouais, je pense qu'on dit ça. Mais toute une mythologie qui se met en place. Euh, qui serait inspirée vers quoi? Le nordique? Non, même pas. Enfin voilà, qui lui est propre, on va dire. Et ça, franchement, j'ai trouvé que Tips l'avait très 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 bien construit. Donc, pour le côté un peu, oui, fantasy, magie, etc., j'ai vraiment aimé les éléments qu'il y avait dedans. Et en même temps, je n'ai pas envie de vous en dire trop, parce que moi, je l'ai découvert en même temps que voilà, Lucas. Et j'ai bien aimé en fait découvrir cet aspect assez tardivement, etc. Donc, vraiment, j'ai pas envie d'en dire plus. Mais voilà, ça matchait hyper bien en fait avec l'univers de la piraterie. Voilà, j'ai adoré leurs péripéties, c'était périlleux, etc. Juste moi je lis des livres de pirates pour vivre des aventures, voilà, assez compliquées où voilà, on se demande si on part en passage, est-ce qu'ils vont en sortir indemnes, etc. Et franchement non, il a fait le taf, quoi, il a vraiment fait le taf. Voilà, je suis super contente de l'avoir lu. Je ne dirais pas que c'est mon livre de piraterie préféré, parce que pour l'instant je pense que ça reste le tome 1 de Fable, beaucoup plus que le tome 2, mais le tome 1 de Fable, il a vraiment frôlé le coup de cœur. Mais celui-ci, vraiment, pareil, j'ai aimé la construction, j'ai aimé l'idée qu'il y avait derrière, j'ai davantage préféré la fin que le début, etc. Donc c'était chouette aussi. Et donc voilà, donc si vous avez envie d'un livre de piraterie que vous voyez comme moi passer partout, à mon tour en fait je vous le recommande parce que c'est un très très bon livre de pirates. Et pareil, enfin juste, moi j'avais envie de soutenir Tiff dans tous les cas. J'adore ce qui a été fait à l'intérieur, etc. Donc voilà, je le trouve canon, autre que juste ce qu'il y avait du coup en contenu, voilà, le contenant, pareil, j'ai eu un petit coup de cœur dessus, donc je le redis quand même au passage. Mais donc voilà, non, franchement, j'ai vraiment bien aimé toute l'évolution du script, des persos, etc., de leurs relations, du niveau d'intensité aussi de ce qui se passait dedans, etc. Franchement, ça a vraiment été crescendo et j'ai trouvé ça très 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 chouette. Donc voilà, je vous le recommande vivement pour cet été. Quand le soleil sera là aussi de votre côté, parce que nous, entre-temps, il est reparti. Ou genre on a droit à une journée tous les 10 jours au max, donc ces journées-là, faut juste aller lire à la piscine au bord de l'eau ou sur son trottoir dans le jardin et puis c'est tout. Mais du coup voilà, donc j'ai vraiment profité de l'occasion pour pouvoir le glisser et j'espère que vous pourrez faire pareil du coup de votre côté pour cet été. Ensuite, j'ai bien évidemment avancé aussi dans la saga de l'assassin royal. Donc ici, je vous le disais dans une précédente vidéo, j'en étais au tome 4 que j'avais commencé quand j'avais filmé la vidéo précédente de mon bilan de mi-année si vous ne l'avez pas vu. Et si, je pense que je l'avais déjà lu. Je pense que je peux vous lire le résumé sans spoiler. Je suis sûre que j'ai coupé ici entre temps, vous ne le voyez pas, mais je viens de relire le résumé et ça commence à devenir quand même vachement spoilant. Donc voilà, je ne vais pas je ne vais pas essayer de résumer ça, je vais juste vous parler de mon avis sur cette suite. Pour vous dire pareil que ça a toujours été une excellente lecture. Les Assassins Royaux jusqu'ici, j'ai toujours mis donc 18 sur 20 coup de cœur à chaque tome, sauf celui-ci. Celui-ci, je lui ai mis 17 sur 20, c'est le premier. Donc effectivement, je l'ai moins apprécié que les autres, même si voilà, 17 sur 20, ça dit ce que ça dit. Pourquoi? Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs raisons à ça. La première, et pas des moindres, c'est que ici, ces dernières semaines, 2-3 dernières semaines, mon rythme de lecture a été très bouleversé et diminué parce qu'on a eu un décès dans la famille d'un membre qui est assez proche de moi, enfin très proche.
Et du coup, il y a eu quand même beaucoup de visites à l'hôpital sur ces derniers jours. Il y a eu forcément le décès, l'organisation, enfin tout l'administratif qu'il y avait autour, etc. Et du coup, c'est pendant cette période-ci que j'étais en train de lire ce livre et je l'ai du coup traîné en longueur pendant plus de 2 semaines. Euh, et donc, clairement, mon appréciation sur un livre n'est pas pareille entre un livre que je peux dévorer ici. Il faisait quoi? Il faisait à peine. Ouais. Il fait même pas 350 pages. Même si voilà, je le lis plus lentement vu que c'est écrit petit ou quoi que d'habitude, mais je veux dire, je l'aurais pas mis pendant 10 jours quoi. Alors que ici vraiment, il y a eu 2-3 semaines. Et donc forcément, je ne suis pas dedans à fond de la même façon pour un tome que j'aurais lu d'une traite ou un tome que j'ai dû tirer en longueur. De même que forcément aussi je l'ai étiré suivant la situation. Parce que j'avais beaucoup de fatigue sur les dernières journées qu'on a connues et autres émotions. Et donc c'était des lectures qui étaient plus périlleuses, où ma concentration était vraiment pas là, donc j'arrivais, même les temps où je pouvais lire, c'est pas que j'arrivais forcément à lire. Donc même tout ça, ça m'a empêché vraiment de me plonger pleinement dans l'univers. Et donc ce que finalement j'ai fait, c'est que j'ai fini par le télécharger en audio et que je l'ai terminé en fait ici ce tome-ci exceptionnellement en audio pour pouvoir pareil l'écouter le temps des trajets, l'écouter pendant X heures d'affilée au soir ou quoi quand je revenais chez moi. Mais les expériences pareil en livre, en audio, etc. ne sont pas pareilles. Donc mêler un peu tout ça a forcément fait que finalement je l'ai lu au mauvais moment. Si je peux dire ça, mais voilà, parce que j'aurais aimé le lire d'une traite comme je l'ai fait avec les autres ou quoi, et que la situation a fait que. Donc voilà, donc ça à prendre en considération très très clairement dans mon appréciation de ce tome 4. Très clairement, voilà, c'est juste logique qu'il y ait eu un impact sur ma lecture. Mais au-delà de ça, je pense que même au niveau péripéties, c'est celui que j'aurais le moins apprécié des 4. Parce que, pareil, je vous le disais dans une précédente vidéo, celui du tome 2, je pense. Ouais, c'est ça du coup. Du tome 2. En fait, la collection que j'ai ici, en anglais, les tomes, en fait, sont à chaque fin. Le tome 1 et 2, c'est un seul livre. Le 3, 4, c'est un seul livre et ainsi de suite. Et donc, ici, ils sont tous divisés, en fait, en deux. Et donc, je pense que je vais avoir un peu le souci à tous les tomes un peu... Ou c'est l'inverse. Je crois que je vous dis des bêtises, que le 1 c'était juste le 1 et que c'est le 2-3 qui était un seul livre et que là je pense que c'est ça. Que le 3-4 c'est un autre livre, il me semble. Parce que là il ressemble vraiment fort à un préquel, à la construction de l'univers du personnage, etc. Puis à un petit pareil bond dans le temps. Et je pense que c'était ça. Et donc là à la fin on s'arrête. On s'arrête sur un moment crucial, certes, mais c'est pas non plus le gros cliffhanger du siècle, mais c'est beaucoup plus lent en fait, c'est ça. Et je pense que c'était plus, on se rapproche plus de la vérité quand je vous le dis ici. Et c'est donc c'était plus lent, où à la fin du 3 ça remontait du coup un peu en pic, en péripéties et tout, j'avais vraiment surkiffé. Autant ici, en fait dès le début du livre, Fitz, donc le personnage principal, se retrouve très très isolé à cause d'une situation pareil que je vous laisse de côté. Mais à ce moment-là, il est plus entouré que de 2 personnes, donc Umbre qu'il avait formé en tant qu'assassin et Burik qui s'était occupé de lui, on va dire parce que tout le monde ne sait pas qu'il est assassin, ça reste caché, mais donc aux yeux de tout le monde, il était formé un peu par le palefrenier, etc. Et donc c'est un peu son père adoptif au final, celui qui l'élève, etc. Et en fait, au début de ce livre-ci, il se sépare assez vite des deux. Et il commence son périple seul, accompagné du coup de son loup, avec qui il a une relation spéciale vu qu'il a le vif qui lui permet de communiquer avec son loup. Mais du coup, on est dans une dynamique totalement différente où dans le 3, il est entouré de plein de gens, il était au château, il y avait plein de complots tout le temps, tous les murs avaient des oreilles, il rencontre plein de personnages qui veulent le buter ou inversement, il rencontre plein de nouveaux alliés. Et donc c'est hyper dynamique forcément. Et ici, il est seul, il part du coup aussi de Castelfer, donc il fait tout un périple seul, donc forcément c'est déjà aussi beaucoup plus lent.
y a moins d'interaction. Il est dans une période, il ne sait plus trop justement où se situer, où se retrouver, etc. Et donc il est plus dans ce côté d'introspection aussi, de remise un peu en question. Son seul lien, c'est un peu aussi un loup. Donc il perd peu à peu voilà, je sais pas, ses manières, son fonctionnement d'homme à proprement parler. Et donc il est plus en retrait dans la forêt ou des choses comme ça. Et, euh, et donc tout ça fait qu'à un moment il va bien rencontrer des gens sur la route, et il va y avoir un petit pic dans l'histoire, mais c'est pas le gros de l'histoire, quoi. C'est vraiment, il prépare la suite. Et pour le coup c'est vraiment, je trouve, la définition du tome de transition. Alors, il y a plein d'éléments que j'ai trouvé quand même très très chouettes, que j'ai aimé lire, etc. Plein d'échanges ou voilà, de pensées. Mais vraiment, au niveau du rythme, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lent. Alors, certes, les derniers chapitres, pareil, on remonte, vu qu'il y a quand même un petit cliffhanger à la fin. Mais voilà, c'est vraiment quand même relativement calme, même très très calme. Et donc voilà, moi ça marchait parce que j'aime toujours autant Fitz, j'aime toujours autant Œil de Nuit, donc son loup, j'aime toujours autant découvrir l'univers, même si on ne côtoie plus tous les personnages secondaires, d'entendre des échos par-ci par-là, etc. Voilà, d'autres éléments, je suis sûre, qui se mettent en place ici pour la suite, parce que je vous l'avais dit aussi, Robin Hood récupère toujours des éléments qu'elle a plantés, des graines par-ci par-là, donc à mon avis ce tome sert à ça aussi. Mais donc voilà, donc j'ai continué à l'aimer, j'aime toujours la plume de Robin Hood, etc., la qualité de sa plume, des dialogues, etc. Mais c'était très 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 lent, effectivement. Je n'ai pas eu de grandes surprises dans ce tome-ci par rapport aux autres. Voilà, même le truc de la fin, je le voyais venir quand même pas mal. Donc voilà, juste, pareil, je l'ai bien aimé, c'est un livre toujours d'un très bon niveau, mais pour le coup on est plus sur un coup de cœur pour celui-ci, mais pour tous les éléments voilà, que je vous ai dit. Et donc si on suit cette logique aussi, le tome 5 à ce moment-là devrait déjà être beaucoup plus, en tout cas dès le début il devrait déjà être plus mouvementé, à nouveau plus périlleux, et puis après je sais qu'il y a une première fin au tome 6. Donc je pense que le tome 5 et 6 vont tous les deux être beaucoup plus agités. Et donc j'ai quand même hâte de poursuivre, ça y a pas de, y a pas de souci. Mais celui-ci, clairement, je pense qu'au niveau découpage, il a un peu moins bien matché. Et qui prépare justement cette fin. Donc voilà, c'est vraiment le tome de transition. Et puis voilà, ça arrive. On ne peut pas faire une collection de 30 tomes en n'ayant que des tomes à voilà, 18, 19 sur 20 ou quoi. Donc pour le coup, ce serait un 17, mais c'est un 17 quoi. Et enfin, le dernier livre, en tout cas, je dirais la dernière BD, le dernier graphique que j'ai lu, c'est celui-ci. Donc c'est Je serai là de l'homme étoilé. Donc je vous l'ai dit pour les raisons d'avant. J'ai passé pas mal de temps à l'hôpital à Erasme ici sur le mois de juin. Et ça m'a rappelé que j'avais reçu ce livre-ci, je sais plus, à un anniversaire ou à Noël ou un truc comme ça. Je pense que c'est un anniversaire. Mais je pense même de l'année d'avant. Oups. Et, euh, et je me suis dit que c'est peut-être le moment de le lire tout simplement. Donc on dit: le jour où j'ai découvert les soins palliatifs, j'ai su que je ne voudrais et ne pourrais plus faire que ça. En remontant au fil de ses souvenirs professionnels et personnels, l'homme étoilé raconte la naissance de sa vocation de soignant. Ce nouvel opus bouleversant confirme son talent et sa profonde humanité. Il achève de nous convaincre qu'on peut aussi soigner avec des mots et sa présence. Donc voilà, clairement, l'homme étoilé, je suis désolée, j'ai oublié son vrai nom. Mais voilà, écrit donc ces petites BD ou graphiques, je sais jamais ce qu'on dit, sur son métier. Donc il est pas que écrivain, illustrateur ou quoi, il est aussi du coup là aide-soignant. Et clairement son choix de carrière donc c'est orienté vers les soins palliatifs. Et pareil, vous devez bien vu la situation, ce que j'ai plus ou moins dit, on était un peu dans cette idée-ci. Et donc vraiment je me suis dit ok, c'est le moment. Puis pareil, ça se lit tout seul, le soir j'ai pas besoin de me concentrer à fond dessus non plus. Et donc j'ai sorti de ma bibliothèque, je l'ai lu d'une traite. En même temps ça se lit très très vite, hein, vous devez bien, il y a à peine 150 pages, mais voilà, ça c'est des planches très rapides à lire. Et du coup j'étais curieuse, j'avais entendu d'excellents échos dessus.
Et bah oui, clairement, c'est un livre qui est émouvant, qui réchauffe le cœur, qui est pareil, plein d'humanité, forcément, sur ces services-là. Mais on n'est pas encore dans le cœur même du soin palliatif, parce que là, on reprend un peu comment l'homme étoilé en est arrivé à choisir voilà, de travailler dans les soins palliatifs, de qu'est-ce qu'il a testé avant, qu'est-ce qu'il a aimé ou non dans les autres services au début de sa carrière. Qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a retenu de certaines personnes, voilà, qui l'ont plus marqué que d'autres forcément. Et donc voilà, on suit un petit peu ce parcours d'aide-soignant plus que de soignant dans le palliatif, où ça c'est sur un second livre, je pense qu'il s'appelle À la vie, et que pareil j'ai intégré du coup dans ma pile à lire du mois de juillet, donc vous l'aurez mon retour dans le prochain bilan du mois de juillet. Et donc voilà, donc juste, j'ai pas grand chose à dire dessus, parce que voilà, une BD ça se lit très vite, etc. Mais je suis contente de l'avoir découvert, de pouvoir me faire mon avis dessus, et forcément je suis obligée en fait de rejoindre l'unanimité que oui, c'est doudou en fait comme lecture. Enfin voilà, ça remet un peu d'espoir dans l'humanité aussi, parce que c'est le bon côté, c'est le côté humain, etc. C'est très respectueux, on voit dans les souvenirs qu'il partage qu'il y a beaucoup de respect sur ces personnes qui ne sont plus là non plus. Voilà, qu'il aime son métier, il le fait par passion, clairement, sinon il le ferait pas pour les sous, ça c'est clair aussi. Enfin voilà, parce que c'est un métier ô combien important, mais tellement mal payé, il faut dire ce qu'il y a. Et donc voilà, ça se sent à travers ces livres, c'est pour ça qu'il les a fait, qu'il avait besoin de les écrire, de partager le truc. Et nous, on peut que recevoir tout ça, donc on peut juste pas rester de marbre devant ces bouquins. Mais voilà, je suis contente, c'était son moment franchement pour sortir, et pareil pour le suivant, ce le sera aussi. Voilà, livre que d'ailleurs, pour rien vous cacher, je pense que je vais lire ce soir. Et puis voilà, je ne peux que vous le recommander. Franchement, j'ai pas grand chose à dire, je vous le dis, parce que on fait vite le tour comme ça. Mais vous avez compris le message, je me joins en tout cas à tout le monde pour dire que c'est très chouette d'avoir ces livres-là, la possibilité de se plonger dans cet univers, dans cette réalité, et de pouvoir en tirer du positif aussi. Donc voilà, c'est ma dernière recommandation de cette vidéo. C'est déjà tout du coup pour ce bilan du mois de juin. J'allais dire qu'il est un petit peu plus petit que d'habitude. Alors il y a le même nombre de livres, mais certains étaient quand même assez courts. Je pensais que j'aurais eu le temps de lire par exemple En grand jetant le tome 2 en plus, ce qui n'a pas été le cas, tant pis je le lirai plus tard s'il n'y a pas de souci. J'ai réussi à remettre du coup l'Assassin Royal du fait que j'avais lu l'audio et que j'avais des temps de trajet d'une heure passée pour aller sur Erasmus ou quoi. Mais voilà, je suis quand même satisfaite de ce bilan, forcément, parce que c'était des bonnes lectures, que même s'il y a des micro-déceptions, ça reste de très bonnes lectures. Et que voilà, pareil, ces livres m'ont permis de m'évader aussi tout le long du mois, de prendre le large, de juste couper entre deux de mes journées très compliquées, etc. C'est aussi pour ça qu'on lit. Et donc voilà, je suis franchement contente de ce bilan, et maintenant j'ai hâte de découvrir le reste de ma pile à lire de l'été. Je croise les doigts pour avoir un minimum de soleil, parce que j'ai mes livres de piraterie qui vont sortir aussi. Enfin, j'ai pas déconné, hein, j'en ai mis que deux, donc je lis le nom. Le parfum de l'impératrice, donc le tome 1 et le tome 2 qui est encore qui part ici. Mais donc j'espère avoir un peu de soleil sur juillet, s'il vous plaît, pour pouvoir les lire, surtout qu'ils sont petits. Mais même les autres univers que j'ai présentés du coup dans ma pile à lire de l'été, pareil dans une précédente vidéo, me font hyper envie, donc j'ai hâte de me plonger dans ce nouveau mois, dans ces nouvelles lectures, tout ça. Et j'espère que de votre côté vous ferez d'excellentes lectures aussi, et que vous avez fait d'excellentes lectures évidemment aussi. Et si vous voulez commenter, on va mettre quoi? On va mettre quoi comme emoji? Écoutez, vu le Grimaldi et la petite BD ici et la situation, mettez peut-être l'emoji cœur, mais celui qui a des petits rubans autour, des petits pansements là.
Ça peut être plus ou moins de circonstances aussi dans mon lecture que dans mon quotidien, donc allons-y, ça change de d'habitude. Et voilà, je n'ai plus qu'à vous faire des gros bisous d'ici une prochaine vidéo, et ben, je vous dis à bientôt.